Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. 34 personnalités ont été honorées par l'État de Côte d'Ivoire. La grande chancellerie vient de les décorer. Ces filles et fils de la Côte d'Ivoire ont été distingués pour leur mérite et leur contribution au rayonnement de notre pays. Ils ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers. Le président de l'Assemblée nationale est en visite dans la région du Bafing. Adama Bictogo est allé constater l'évolution des travaux entrepris à l'initiative du ministre Moussa Sanogo. Au nombre de ces chantiers, le lycée moderne Abdoulaye Fadiga et le bitumage de l'axe Touba-Waninou. L'actualité en Côte d'Ivoire est aussi dominée par les sénatoriales qui se tiennent demain, un samedi 16 septembre, dans 32 circonscriptions concernées. Le collège électoral élira 64 sénateurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, appelle à un scrutin apaisé. Enfin, en Libye, 5 jours après les inondations causées par la tempête Daniel, l'ONU lance un appel de fonds pour aider 250 000 personnes. Secouristes et volontaires s'activent toujours à la recherche des milliers de personnes portées disparues à Derna, ville côtière de l'est du pays, dévastée par la tempête Daniel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Leur travail n'est pas passé inaperçu aux yeux de la nation. 34 personnalités au total ont été honorées par l'État de Côte d'Ivoire. La grande chancellerie les a décorées. Ces personnes ont été distinguées pour leur mérite et leur contribution au rayonnement de notre pays. Et elles ont été élevées au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers, nous rapporte Moussa Konaté. Leur mérite reconnu par l'État ivoirien, des membres du gouvernement, des ministres-gouverneurs, des autorités militaires et autres personnalités décorées par la grande chancellerie de l'ordre national. Pour certains, cette distinction est le couronnement des tâches bien accomplies. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que nous recevons cette distinction, signe de la reconnaissance du travail que nous faisons aux côtés du chef de l'État. Mais c'est à lui d'abord que nous dédions cette médaille, parce que c'est lui qui nous a fait confiance, qui nous a donné l'opportunité de servir notre nation. C'est une médaille que nous dédions à tous les Ivoiriens qui nous encouragent à mieux faire, à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour quand nous sommes au travail. Donc le meilleur de soi, la détermination, le courage et puis toujours penser à son pays. Nous ne pouvons que dire merci à tous nos collaborateurs parce que si nous réussissons bien dans notre ministère, c'est grâce à eux tous. Donc je leur dédie cette médaille pour dire que c'est la reconnaissance du chef de l'État à l'ensemble de l'action que nous menons. Sûrement des sentiments de reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui nous élève aujourd'hui au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est aussi le travail que nous avons fait avec de nombreux partenaires, de nombreux collaborateurs que je remercie à travers cette distinction. Pour d'autres, c'est une exhortation à redoubler les efforts dans l'exécution des missions. Je peux dire que non seulement cette décoration sera portée avec fierté, mais elle sera pour moi un motif d'élévation supérieure avec beaucoup plus d'engagement dans ce qui est fait. Pour nous, ce n'est que le début. Nous devons faire mieux et nous devons aller au-delà de nos possibilités pour le bien-être des populations. Telle est la volonté du chef de l'État. Si ceux qui aujourd'hui représentent cette population reconnaissent que nous faisons du bon travail, nous ne pouvons qu'en être heureux. Donc c'est une invite pour nous à faire davantage, à faire beaucoup plus, à faire mieux pour nos populations et nous nous engageons à cela. C'est une invitation à toujours mieux faire au service de notre pays et je prends l'engagement que nous allons redoubler d'efforts, toujours servir la nation, servir son pays. La Côte d'Ivoire honore donc ses valeureux fils et filles qui contribuent à son rayonnement. Ces personnalités reçoivent les encouragements de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Je vous encourage à toujours rester ces personnes qui font preuve dans l'excellence d'un profond attachement à la réussite de notre nation. Maintenez vos engagements au plus haut degré de vos capacités pour que la Côte d'Ivoire poursuive son ascension au profit de ses populations et de son rayonnement. Au total, ce sont 34 personnalités distinguées, au nombre desquelles 27 commandeurs de l'ordre national,
4 officiers et 3 chevaliers. Voilà, les filles et fils de la Côte d'Ivoire sont tous au travail et le pays rayonne. Le président de l'Assemblée nationale est justement en visite dans la région du Bafing. Adama Bictogo est allé visiter les chantiers de développement de la ville de Touba, des travaux effectués à l'initiative du ministre Moussa Sanogo, par ailleurs cadre du Bafing et maire nouvellement élu. Adama Bictogo s'est rendu au lycée moderne Abdoulaye Fatiga de Touba et sur l'axe Touba-Wanino. Walter Madou Ouattara. Des ouvriers en pleine activité pour la pose de la première couche du bitume. Nous sommes sur le tronçon Touba-Waninou, long de 22 km qui bénéficie aujourd'hui des travaux de bitumage. Des travaux évalués à plus de 65% selon les responsables en charge du projet. Nous avons commencé les travaux, cela fait maintenant 1 an. Et comme vous pouvez constater, nous avons commencé les travaux de bitumage depuis hier. Ça se passe très bien, nous sommes déjà à 65% d'avancement des travaux. Et nous comptons achever ces travaux d'ici la fin de l'année. En plus de ce projet, la ville de Touba bénéficie de travaux de reconstruction complète du lycée moderne Abdoulaye Fadiga avec une 50aine de salles de classe et un internat de jeunes filles. Des infrastructures pour accompagner le développement de la région du Bafing. Les travaux avancent très bien, mais au-delà de cela, c'est l'opportunité qu'on donne à des enfants de la région de pouvoir aller à l'école dans un cadre agréable. C'est une route qui était attendue depuis 50 ans et il a fallu l'aide du président Alassane Ouattara pour que le Bafing puisse avoir ces travaux routiers. Donc la population, c'est vrai qu'elle a déjà attendu près d'une 50aine d'années, mais elle est impatiente de voir la fin des travaux et de pouvoir rouler sur du bitume neuf de façon aisée et donc faciliter l'exécution des activités économiques. Présent dans la région, le président de l'Assemblée nationale visite ces différents chantiers. Adama Bictogo vient s'assurer de l'évolution des travaux qui vont améliorer davantage le quotidien des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être sur cette belle route à venir et dire qu'à l'image du développement au plan national, de la dynamique engagée par le président Alassane Ouattara, le Bafing, Touba vient donc de s'inscrire dans cette dynamique et ce, grâce au ministre Moussa Sanogo, et je voudrais en tout cas l'en féliciter. Outre la visite des chantiers, le président de l'Assemblée nationale échange avec les populations des villages de Kamasela et de Ganoué. Occasion saisie pour inviter les fils et filles du Bafing à l'union autour des projets de développement. Ce qui nous unit, ce sont les réalisations, c'est le bonheur des populations du Bafing. Et je crois que tous les cadres doivent donc s'élever au-dessus de leurs égaux pour mettre en avant l'intérêt des populations. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est pour cela que je félicite le ministre Moussa Sanogo qui transcende de ces différents clivages pour rester au service des populations du Bafing. Et c'est ce que nous devons tous faire. Et c'est pour ça que j'en appelle à la cohésion, à la fraternité. Parce que ce qui est plus fort, c'est la fraternité. Et je voudrais appeler tous mes frères à se réunir autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du Bafing. Les travaux de bitumage de la route Touba-Waninou, lancés le 6 juin 2020, prennent en compte également l'axe Waninou-Mantougou, village situé sur la nationale A8, soit un total de 49 km pour un coût total de 22 milliards de francs CFA. Des travaux qui vont désenclaver l'ensemble des villages du département de Waninou. La nouvelle tranche sera le tronçon Waninou, frontière Guinée. Voilà, reportage réalisé pour vous par Mamadou Kouassi. L'actualité en Côte d'Ivoire est aussi dominée par les sénatoriales qui se tiennent demain samedi 16 septembre dans 32 circonscriptions concernées. Le collège électoral élira 64 sénateurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, appelle à un scrutin apaisé comme nous le rapporte Assitan Diarra. Ils sont au nombre de 123. Les candidats retenus pour les élections sénatoriales de 2023 en Côte d'Ivoire. Ils vont s'affronter dans les urnes demain samedi 16 septembre. Et pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lance un message de paix aux candidats et aux populations afin que ces élections après les municipales et les régionales se déroulent dans la quiétude. Je voudrais donc demander à chacun de faire en sorte que ces élections-là, qui sont la dernière d'une série avant 2025, que ces élections-là se passent dans le calme, dans la paix et je dirais dans la sérénité. Tout est mis en place
pour que justement chacun puisse aller exprimer son opinion dans les urnes. Et que celui qui arrive à convaincre les électeurs puisse être celui-là qui soit choisi dans les urnes. Débuté le lundi 11 septembre à minuit, la campagne des élections sénatoriales a pris fin le jeudi 14 septembre dernier à minuit. Voilà, demain donc, c'est jour de vote dans notre pays. Les grands électeurs sont attendus dans les urnes, dans les 32 circonscriptions concernées pour élire les sénateurs. 222 candidats sont en lice pour 64 postes à pouvoir au Sénat. Le collège électoral est constitué au total de 9 430 grands électeurs. Je vous propose de faire le résumé des chiffres clés de ces sénatoriales avec Sidonie Davila. 64 postes de sénateurs sont à pourvoir lors de l'élection du samedi 16 septembre prochain. Ils sont répartis dans 30 régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ce qui équivaut à un total de 32 circonscriptions électorales, à l'exception de la région du Guémon. En Côte d'Ivoire, l'élection des sénateurs suscite un vif intérêt avec 222 candidats qui se sont portés volontaires pour briguer un siège au Sénat. Pour élire leurs futurs sénateurs, ce sont 9 430 électeurs qui seront appelés à se rendre aux urnes. 140 électeurs non élus, inclus dans le collège électoral, pourront également voter en raison de leur statut d'électeur, bien vrai qu'ils ne soient ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux. Le collège électoral est composé de grands électeurs que sont les conseillers municipaux et régionaux répartis sur l'ensemble des 32 circonscriptions électorales concernées. Pour faciliter le processus électoral, 32 lieux de vote ont été désignés à travers le pays. Également, pour pouvoir voter en toute commodité, la commission électorale indépendante a prévu dans chaque lieu de vote des bureaux de vote dédiés aux conseillers municipaux, 199 au total, et 30 bureaux spécialement dédiés aux conseillers régionaux. L'élection sénatoriale du 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire promet d'être un moment clé dans la vie politique du pays, avec un grand nombre de candidats, une diversité de bureaux de vote et un nombre aussi élevé d'électeurs. Rendez-vous est donc pris le 16 septembre prochain pour découvrir les résultats de cette élection pour la formation du futur Sénat. Voilà, rendez-vous demain. Les sénatoriales donc auront lieu demain samedi. Le corps préfectoral et la CEI sensibilisent justement à la paix pour ces sénatoriales. Ils se sont entretenus avec les grands électeurs de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, également dans la Maraoué ou encore dans le Haut-Sassandra. Les superviseurs régionaux de la CEI rassurent sur la transparence de ce scrutin. Walter Madou Ouattara. À Yamoussoukro, l'élection des sénateurs aura lieu au lycée Mami Adjoua. 99 grands électeurs sont attendus dans 2 bureaux de vote dédiés à Ateguakro et à Yamoussoukro. Ces informations sont partagées ici par le superviseur de la CEI pour les régions du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Dr Doumbia Soumaïla a ses côtés le corps préfectoral. Il s'engage pour une élection transparente et souhaite un scrutin apaisé. Parce que le perdant, il a toujours trouvé un bouc émissaire, il y a toujours l'autre qui a fraudé. Nous souhaitons que ce qui s'est passé pour les élections municipales, nous souhaitons avoir la même chose, sinon même mieux, en termes d'élections apaisées. Surtout de rassurer quant à la transparence de ces élections et quant à notre positionnement équidistant vis-à-vis de tous les candidats. Il y a des dispositions pénales. Il était bon que les différents candidats et électeurs soient informés de ces dispositions pénales. L'article 213, corruption des électeurs, prévoit une détention de 3 mois à 1 an et une amende double de la valeur des choses promises ou reçues. En ce qui concerne les violences électorales, l'article 212 stipule que quiconque enlève des urnes contenant des suffrages non encore dépouillés est passible d'une détention d'1 à 5 ans avec une amende de 200 000 francs à 5 millions de francs CFA. Des messages bien appréhendés par les participants. On nous a rappelé les règles qu'on doit respecter le samedi prochain,
à savoir être à l'heure dans les urnes. On nous a rappelé aussi la composition du collège électoral. Et comme le code électoral a été retouché, alors on nous a rappelé les nouvelles dispositions. On est tous frères, donc il n'y a aucun problème. Puisqu'il n'y a pas d'animosité, on n'a pas de rancune envers les uns et les autres. Lors des élections municipales, il y a eu de l'apaisement. On va continuer sur cet élan au sénatorial et donc je pense que tout va bien se passer. Rosa Sandra, 402 électeurs sont attendus dans 8 bureaux de vote à Daloa et dans la Maraoué, 285 électeurs attendus dans 6 bureaux de vote à Boisflé. Le superviseur de la CEI de cette zone nous parle des étapes du dépouillement. Les dépouillements se font dans les bureaux de vote en présence des représentants de chaque candidat. Et puis, une fois le décompte terminé, il y a la rédaction des procès-verbaux. Et le procès-verbal, une fois rédigé par les membres des bureaux de vote, les procès-verbaux sont conditionnés dans des enveloppes bien spécifiques et ensuite remis aussi à chaque représentant de candidat. Les résultats sont lus, bureau de vote par bureau de vote, et la saisie est faite automatiquement pour faire les agrégations de chaque résultat pour être proclamé solennellement par la commission centrale. Prévu pour le samedi 16 septembre 2023, l'élection des sénateurs débute à 8h pour s'achever à 17h sur l'ensemble du territoire national. Voilà, on lance les appels. On prie aussi pour des élections apaisées. Responsables et membres du Conseil supérieur des Maguilistes en Côte d'Ivoire ont organisé une séance de prière et de bénédiction pour ces sénatoriales. On prie pour que ce scrutin se déroule dans de très bonnes conditions et dans la paix. Asita Diara, Pagasoro connaît des Madondi. Après le bon déroulement des élections régionales et municipales, le Conseil supérieur des Maguilistes en Côte d'Ivoire, CMC, a initié une séance de prière pour exprimer sa gratitude à Dieu, mais surtout inviter les populations et les candidats aux élections sénatoriales à adopter un comportement responsable pour un scrutin apaisé le samedi 16 septembre prochain. On ne veut pas des palabres après les élections. Et nous prions encore, parce que bientôt les sénateurs vont aller voter, que ça soit la même chose, pas de division chez nous en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Quand tu regardes la réalité de la Côte d'Ivoire et le sous-région, tu sais qu'on a un bon président, un homme de paix, un homme de courage. Nous avons fait lecture intégrale du Coran. Les fidèles présents à ce grand rendez-vous de prière et de bénédiction se sont réjouis de l'initiative. C'est des initiatives à encourager parce que notre pays a besoin de paix. Et sans paix, il ne peut pas avoir de stabilité. Et nous-mêmes, c'est à la paix que nous aspirons pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets que nous avons. À l'issue de la cérémonie, les guides religieux venus des différentes villes du pays ont exhorté les fidèles à promouvoir et à privilégier la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble. Voilà, on va rappeler que c'est demain que se tiennent donc ces sénatoriales et les grands électeurs sont entendus dans les urnes dans les 32 circonscriptions concernées pour élire les 64 sénateurs. Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est connu. Professeur Wotabuna Ouattara succède à Marcel Amontano, qui lui a passé la main aujourd'hui au siège de l'institution. Marcel Amontano était à la tête du secrétariat exécutif depuis janvier 2022, où il a succédé à Patrice Kwame. Reportage Angela Diallo, Hervé Mboua. Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, passe la main à son successeur. Il a été remplacé à la tête de l'institution ouest-africaine, poste qu'il occupait depuis janvier 2022. Une décision qui a été prise à la suite d'une réunion extraordinaire des ministres de l'institution sous-régionale. Il s'agit d'un moment important pour notre organisation, un moment qui témoigne de la continuité et du renouvellement de nos actions. Je souhaite la bienvenue au nouveau secrétaire exécutif. Nous sommes convaincus que sous sa direction, l'organisation accélérera la réalisation de ces projets intégrateurs. À son tour, Marcel Amontano félicite son successeur pour sa nomination. Je suis particulièrement heureux
de la nomination du professeur Wotabuna Ouattara. Parce qu'il connaît bien la maison, il est membre du comité des experts une dizaine d'années, c'était 20 ans, et c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je sais qu'il pourra relever les défis auxquels le Conseil de l'Entente est confronté et faire en sorte que le Conseil de l'Entente soit hissé au niveau qu'il mérite. Wotabuna Ouattara prend ainsi fonction à la tête de l'institution. Il entend suivre la voie de ses prédécesseurs et réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Je voudrais rendre un hommage appuyé à mes chers aînés et prédécesseurs pour avoir conduit, par leur engagement dévoué et le travail exceptionnel réalisé, la réforme de l'organisation depuis la relance des activités en 2012. Leur leadership, et je tiens à le souligner, sera une singulière source d'inspiration pour nous dans le cadre de l'exercice de ce mandat. Wotabuna Ouattara, nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, est professeur en économie. Il a aussi occupé la fonction de directeur de l'intégration et jusque-là, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Voilà, je vous convie à présent à la réunion du mémorandum d'entente d'Abidjan sur le contrôle des navires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les organisateurs veulent renforcer la sécurité maritime des eaux du continent. L'enseigne Bakayoko. Cette réunion a permis aux administrations maritimes de passer en revue les activités de contrôle des navires en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'urgence est de mettre en place une structure organisationnelle capable d'assurer les inspections des navires étrangers dans les ports, la qualification des agents chargés de ces contrôles. Il faut déjà que, en ce qui concerne les questions de ratification, donc nous soyons au même niveau, que nous respections donc les normes en termes de moyenne qu'on a arrêté ensemble en ce qui concerne le nombre de contrôles annuels, donc les navires qui passent donc dans nos ports respectifs, et que l'ensemble de ce dispositif nous permette de renforcer la sécurité et la sûreté dans nos ports. La région Afrique de l'Ouest et du Centre est caractérisée par une grande diversité géographique, économique et culturelle, mais elle est également confrontée à des défis communs en matière de sécurité maritime, tels la piraterie, le trafic illicite, la pollution marine et d'autres menaces qui compromettent la stabilité des États. Selon le ministre ivoirien des Transports, c'est un défi énorme que les gouvernements des 5 pays doivent relever pour une application efficiente des conventions internationales. Il y a encore beaucoup de textes que nous devions donc tous ratifier. On a regardé aussi donc les questions de financement du secrétariat qui pilote le MOU d'Abuja pour appeler les États à payer leurs contributions. Les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire sont assurés à 90% par mer à travers 5000 navires qui fréquentent annuellement les ports d'Abidjan et de San Pedro, assurent le trafic global d'environ 30 millions de tonnes. L'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition attirent l'attention sur la situation de 25 enfants souffrant de faim et de malnutrition à Odiéné. Mais l'espoir est permis avec le centre Pietro Bonilli, où c'est tout petit, vous allez le voir, bénéficient d'un suivi nutritionnel. Leurs mères sont également instruites sur les bonnes pratiques diététiques. Khalid Omondé, Adama Sangari. Frappée d'une malnutrition aiguë sévère, à 1 an, la petite Laïsou pèse à peine 4 kg. Sa mère, le regard perdu, ne sait plus où donner de la tête. Elle s'est donc orientée vers le centre de nutrition infantile Pietro Bonilli d'Odiéné. Quand on a constaté, il faut qu'il n'a pas les médicaments, la face chauffée épais, on l'a envoyé au soin. On a les docteurs, on a consulté les bébés. Il a besoin de manger, mais il manque à la maison. 24 enfants comme Laïsou souffrent de la malnutrition, mais sont heureusement pris en charge par les équipes du centre Pietro Bonilli. Quand on reçoit des enfants en situation de malnutrition, on échange avec la maman déjà pour voir un peu l'origine de la maladie.
À partir de là, maintenant, on donne des conseils nutritionnels à la maman. On lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'enfant doit consommer tel nombre de repas par jour, en moyenne 3 repas par jour. Il y a des médicaments également qui sont mis à sa disposition, qu'on appelle les plans Peanuts, pour l'aider donc dans sa guérison. Et lorsque les conseils diététiques sont suivis à la lettre par les mamans, dans la majeure partie des cas, les enfants malnutris recouvrent la santé. En 2022, sur 47 cas de malnutrition aiguë sévère reçus par le centre, l'on enregistre 45 guéris. Ces efforts consentis dans la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire séduisent l'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition en visite dans les locaux. C'est une visite où il y a eu beaucoup d'émotions puisque nous avons pu voir effectivement des enfants qui sont en train de sortir de la malnutrition. Les activités du centre nous donnent beaucoup d'espoir. Rien de mieux que le sourire d'un enfant, surtout lorsqu'il a eu à souffrir de malnutrition. Ce centre regorge de professionnels. D'abord, ils font le dépistage dans les services médico-techniques tels que le laboratoire, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie. Ils ont également des puéricultrices en griffe qui savent démontrer les pratiques nutritionnelles. On a l'état de Côte d'Ivoire, en tout cas, vraiment, il faut encourager cette structure. C'est en 1999 que le centre de santé confessionnel Pietro Bonilli a été porté sur les fonds baptismaux. En plus du service nutritionnel, il comporte une pouponnière qui offre gîte et couvert aux enfants orphelins, abandonnés ou ceux en situation de précarité. Voilà, il faut donner du sourire aux enfants. À Bouaké, le défi des constructions qui répond aux normes tend à être relevé. Le déficit d'information et de sensibilisation des populations sur les règles de construction et d'urbanisme en vigueur sera comblé puisque le directeur régional du ministère de la Construction est en campagne sur place dans cette région. Soro Corona. Ce bâtiment de R+4 situé au quartier Air France 3 de Bouaké, qui devrait se limiter à un R+3, fait l'objet de sommations. Mais les travaux continuent selon la brigade d'investigation et de contrôle urbain. Les immeubles qui ne respectent pas les normes de construction sont de plus en plus fréquents dans la ville de Bouaké. L'urbanisation est surveillée, mais j'avoue qu'à Bouaké, la surveillance est très pénible. Les textes là existent, mais l'application là est nouvelle au niveau de Bouaké. Et c'est maintenant, avec la sensibilisation, que les populations commencent à comprendre qu'il faut respecter certaines choses au niveau de l'urbanisation. Les défis liés à l'urbanisation sont considérables à Bouaké et cela en grande partie d'un manque d'information de la population sur les dispositions en vigueur. Pour les autorités municipales, ce contexte est dû à plusieurs facteurs. Des crises répétées que Bouaké a eu à connaître, on a assisté à une urbanisation galopante et non maîtrisée. Il y a un décret numéro 2019-219 du 13 mars 2019 qui a été pris. Donc ce décret vient pour corriger ce dysfonctionnement. Du côté de la direction régionale du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Bouaké, les efforts sont déployés pour réguler les constructions de logements à Bouaké. L'État dit pour construire, il faut le permis de construire. Lorsque nous faisons le contrôle, on notifie d'abord pour savoir quel document celui qui construit a avant de construire. Logiquement, toutes les occupations anarchiques doivent faire l'objet de déguerpissement et de démolition. Malgré les sensibilisations sur les normes d'urbanisation, des propriétaires de maisons et d'entreprises immobilières semblent ne pas respecter les normes fixées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous appelons en tout cas l'ensemble de la population, pour tous ceux qui désirent construire, de saisir le ministère de la Construction pour les conseils et puis les documents idoines avant de commencer toute forme de construction. La direction des services techniques de la mairie de Bouaké travaille de concert avec la direction régionale du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Bouaké pour trouver des solutions durables à cette problématique et garantir une urbanisation plus responsable. Alors on va clore ce journal par l'actu. En bref, nous ferons un tour en Libye, en Afrique du Sud et en Chine où le président Xi Jinping s'est entretenu avec le président de la Zambie, Angela Diallo. Les Nations Unies ont lancé un premier appel à des fonds de plus de 66 millions d'euros pour venir en aide à des milliers de personnes touchées par les inondations en Libye. Les autorités craignent que ce chiffre n'augmente au vu du grand nombre de personnes disparues. L'autorité de régulation antitrust a annoncé que la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson fait l'objet d'une enquête. Elle est accusée d'avoir prétendument pratiqué des prix excessifs pour un médicament contre la tuberculose.
La Commission sud-africaine de la concurrence a déclaré que la filiale belge de Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, faisait également l'objet d'une enquête. Le président de la Zambie s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Pékin assure avoir grandement contribué à la résolution du problème de la dette zambienne. À cette rencontre, le président zambien a salué les réalisations de la Chine en matière de développement. Voilà, fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé. Merci à toute l'équipe de réalisation, à toute la régie là-haut, surtout à vous de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous.